Bonjour à tous, je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com et je suis également consultante en communication marketing pour la chaîne du livre, les éditeurs, les auteurs, les libraires, les bibliothèques. Et je suis ravie de vous accueillir ce matin dans le cadre du Forum des métiers, car on va s'intéresser à un sujet qui est extrêmement intéressant et surtout extrêmement important, à savoir la création d'une nouvelle maison d'édition. Donc, dans ce cadre du Forum des métiers, on va parler du lancement d'une nouvelle maison. L'objectif est de vous faire connaître un peu tous les aspects de la création d'une maison d'édition, des compétences nécessaires, des financements. Et pour en parler ce matin, j'accueille l'équipe de choc de Passé Composé, une toute nouvelle maison d'édition qui vient d'être créée. Donc, je vous présente Nicolas Grapayen, qui est au centre et qui est directeur de Passé Composé, Camille Couture, qui est directrice commerciale et marketing, et Amandine Dumas, qui est directrice communication. Alors Nicolas, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous avez lancé cette maison il y a là. Les premiers livres sont sortis mercredi. Les premiers livres sont sortis mercredi, donc c'est vraiment tout récent. Est-ce que vous pourriez déjà nous la présenter et nous dire quelle ligne éditoriale vous avez adoptée et à quel public s'adresse ces livres qui vont être publiés dans cette nouvelle maison d'édition? Alors, bonjour à tous, c'est une nouvelle maison qui sera intégralement consacrée à l'histoire, aux essais d'histoire en particulier. Elle est bien près du micro. Et c'est effectivement, et c'est une maison qui va s'appeler Passé Composé, au pluriel, et qui a vocation à proposer à des lecteurs plutôt néophytes en histoire, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des professionnels de l'histoire, une quinzaine de titres par an. Quand je parle d'histoire, le spectre est évidemment large. Il commence avec les premiers livres d'histoire que nous avons tous en main, que sont les manuels scolaires, et il s'arrête peut-être au dernier que nous avons là aussi en tant que professionnels, c'est-à-dire les livres universitaires. Alors notre position, elle va être ni scolaire, ni universitaire, c'est pour ça que je vais vous parler d'essais, et nous allons nous positionner, si vous voulez, au centre, pour aller proposer des livres à des publics qui n'ont pas besoin nécessairement de lire de l'histoire dans leur cursus professionnel, mais tout simplement dans une démarche de plaisir. Nous estimons que l'histoire a une dramaturgie, elle a une capacité à porter par elle-même de la connaissance, et donc nous souhaitons proposer à tous les curieux, finalement, plus qu'encore une fois aux professionnels, une manière de rentrer dans l'histoire. Alors, notre objet, bien entendu, c'est de nourrir toutes les demandes d'histoire, puisque si la demande sociale en France en histoire est forte, elle est aussi très diversifiée. Vous avez évidemment des lecteurs extrêmement érudits, qui ont derrière eux plus de 50 livres d'histoire et à qui il faut bien entendu proposer des livres qui correspondent à ce niveau d'érudition. Mais à l'autre bout, vous avez également des lecteurs qui vont être sur un premier, deuxième ou troisième livre d'histoire et qui vont être là plutôt dans une approche d'initiation à une matière qui est un véritable monde. Et donc voilà, notre objet, c'est de répondre un peu à toutes ces demandes, donc à la fois à une entrée dans la matière et puis de l'autre côté à un désir de connaissance un peu plus poussé sur globalement la connaissance en histoire. Alors, pour porter un peu cette ambition, on publiera une quinzaine de titres par an et puis nous monterons progressivement en puissance avec sans doute 25-30 titres à terme. Pourquoi ce nombre de titres? Tout simplement parce que nous estimons, là-dessus le positionnement commercial et de communication, je vous préciserai le propos, mais nous pensons que c'est à la fois le nombre de titres qui permet de les défendre tous, c'est-à-dire que, vous le savez, aujourd'hui, publier n'est plus une difficulté. Les processus d'impression ont extrêmement changé, ont extrêmement évolué, et publier un livre aujourd'hui coûte peu cher. Donc la question, ce n'est plus de publier, mais c'est de défendre ce que nous publions. Et pour chacun de nos titres, c'est l'intérêt d'une quinzaine de titres par an, même 25, nous pouvons avoir une stratégie à la fois de communication et commerciale pour chacun des titres que nous sortons.
Alors, à l'origine de cette aventure qui est Passé Composé, il y a une triple ambition, et puis je m'arrêterai là. Il y a avant tout une ambition intellectuelle. Ce qui nous fédère, c'est aussi notre intérêt et notre amour pour l'histoire, pour cette matière qui permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, encore une fois, je n'ai pas la naïveté de penser que l'histoire éclaire totalement le présent, mais elle donne à lire des grandes structures qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux contemporains. Donc, ce projet intellectuel, il est tout simplement incarné par notre volonté de proposer au lecteur le meilleur de l'histoire, de la production d'histoire en France, avec une logique de médiation, là aussi assumée, médiation vers un public large. Nous allons demander à nos auteurs, qui seront essentiellement des historiens, de tendre la main vers un public pour donner à comprendre l'état de la recherche. À côté de cette ambition intellectuelle, il y a évidemment une ambition humaine. Une maison d'édition, ce sont évidemment avant tout ses auteurs. Notre objet, c'est de créer une maison dans laquelle les auteurs se sentent bien, puisque tout ce que nous faisons par et pour les auteurs. Et enfin, c'est bien entendu une ambition commerciale. Nous sommes dans une structure privée, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc notre objet, c'est que nos livres se financent, financent les auteurs, financent la structure, et pour cela, il faut évidemment avoir une réflexion commerciale. Une réflexion commerciale ne veut pas dire nécessairement répondre à ce qui nous semble être l'offre, mais être bien dans une démarche qui est, selon moi, une démarche d'éditeur, c'est-à-dire une proposition. Ne pas être tout le temps à l'écoute nécessairement de la demande, mais offrir des choses en fonction de ce que nous croyons être à la fois une demande sociale et ce qui nous semble être important par rapport à l'évolution de la recherche. Je termine en vous disant simplement que nous structurerons nos livres de manière assez simple, avec 80% de notre catalogue qui s'intéressera à des auteurs français. Ce sont par exemple les 2 livres que j'ai devant moi. Mais nous accompagnerons, nous essayerons aussi de proposer aux lecteurs français le meilleur tout simplement de la production internationale, en proposant 3 à 5 titres étrangers en traduction par an. Et enfin, voilà, c'est effectivement, Camille, merci, l'exemple du Au-delà des plages, qui est le livre d'un historien américain. Et nous proposerons également de temps en temps des livres que je qualifierais plus d'essais, dans le sens où les auteurs seront très engagés par rapport à leurs propos. L'idée, c'est là justement que le propos de l'historien irrigue la cité, et que ces idées nourrissent un peu les réflexions, nos réflexions, vos réflexions, celles de tous les concitoyens de France. Merci Nicolas pour cette présentation de la philosophie de la maison d'édition. Alors Camille, les livres sont sortis juste à temps pour le Salon Livre Paris. Combien sont déjà disponibles? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur chacun, sur les thématiques abordées? Alors nous avons sorti nos 2 premiers livres qui sont en librairie depuis mercredi. Didier Le Fur et Ilmire Dieu à la retraite. C'est ce que disait Nicolas. C'est un essai avec un auteur qui réfléchit à sa matière et à l'histoire. Le deuxième, le sabordage de la noblesse, Fadi El Hadj. Voilà, c'est une synthèse sur l'histoire de la noblesse avant la Révolution française. Et donc les 2 premiers livres sont en librairie depuis mercredi, et vous aurez dans 10 jours Au-delà des plages, la première traduction sur toutes les tables des librairies. Nous sortons ces 3 livres en mars, il y en aura 3 en avril, donc le lancement se fait autour de ces 6 livres et notre communication globalement autour de ces 6 livres. Mais quand nous pensons au lancement de la maison, c'est vrai que nous réfléchissons vraiment aux 15 premiers titres qui sont les 15 titres de cette année. Qui sont prévus pour l'année. Oui. D'accord. Très bien. Alors Nicolas, combien de temps vous a-t-il fallu pour créer cette maison d'édition, et quels sont les différents acteurs du projet? Je rappelle qu'on est sur le Forum des métiers, donc il y a peut-être des jeunes qui sont en train de réfléchir, ou des moins jeunes, à la création d'une maison
maison d'édition. Donc, quels sont les acteurs et puis comment cette décision de création a été faite? Donc, vous nous avez parlé pas mal de la philosophie, de le lectorat auquel vous vous adressez. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu le temps qu'il a fallu pour faire germer tout ça et puis le rendre concret aujourd'hui? Alors, c'est une question un peu... je vais vous répondre un peu à tiroir, puisqu'il y a différents éléments. La première chose, c'est que nous sommes tous les trois des professionnels du livre depuis un certain nombre d'années. On n'a pas tout à fait le même âge, mais grosso modo, ça fait tous plus de 10 ans que nous travaillons dans l'édition. Alors, c'est un projet qui a été mûri depuis au moins un an. Dans la mesure où nous avons, l'un comme l'autre, en tout cas, nous étions au début de ce projet. Camille a été, comme moi, très impliquée dès le début, avec une réflexion qui a été tout de suite duel, qui est une réflexion, je vous l'ai dit, éditoriale et commerciale. Parce que je crois que c'est important d'insister là-dessus. Une maison d'édition s'articule... En tout cas, le cœur d'une maison d'édition s'articule autour de 3 postes et de 3 types de responsabilités. Alors, je vous ai parlé un peu de la mienne, c'est-à-dire d'une responsabilité éditoriale, l'idée étant de réfléchir au projet intellectuel et de définir ses lecteurs, mais une fois que vous avez ce projet-là, il faut le critiquer et surtout le critiquer d'un point de vue commercial, c'est-à-dire quelle est notre politique, à qui nous adressons-nous pour qu'il y ait réellement que nous ayons la capacité de toucher nos lecteurs. Et ça, Camille Couture a mené une réflexion, et notamment vis-à-vis de la librairie. Parce que même si, bien entendu, nous sommes ravis de nous adresser toujours à nos lecteurs en direct, notre premier partenaire, vous le savez, ce sont les libraires. Et donc, tout de suite, là-dessus, Camille a développé une réflexion à l'attention de la librairie. De l'autre côté, quand vous voulez faire exister vos livres, ils doivent évidemment être présents, il faut donc des phénomènes de mise en place importants, mais également, il doit y avoir toute une communication. Et ça, c'est le regard, la plus-value, l'apport d'Amandine Dumas, c'est-à-dire comment nous allons ensuite, une fois que nous aurons fabriqué et diffusé nos livres, nous allons les défendre. Parce que, vous le savez, il y a, j'ai plus le chiffre en tête, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de livres qui sont publiés chaque année en France. Et la difficulté, c'est comment nous faisons exister ces livres à l'intérieur de cette masse de publications. Et là, ce sont évidemment les réflexions de communication qui sont centrales et qui doivent être en amont de tout ce que nous avons pu commencer à publier. Et donc, Amandine vous en parlera mieux que moi, mais là aussi, il y a un certain nombre de stratégies de communication à développer. Et une fois que vous avez... Oui, c'est la visibilité dans les deux cas, la visibilité en librairie et la visibilité médiatique. Oui, on abordera les questions marketing et com après. Ouais. Oui, voilà. Donc, en gros, vous avez ces 3 postes qui sont centraux. Donc, nous, on a réfléchi à ce projet depuis un an. Nous travaillons pragmatiquement et concrètement avec Camille Couture depuis 9 mois, puisque nous avons rejoint le groupe, on va y revenir peut-être aussi, dans lequel cette maison a pu se développer. Nous ne sommes pas dans une maison indépendante où nous aurions, nous, apporté le capital nécessaire à la création de notre structure. Nous avons la chance d'être appuyés par un groupe extrêmement dynamique qui s'appelle Humaine 6 et dans lequel nous pouvons nous développer. Mais voilà, je me permets d'insister un peu lourdement. Éditorial, communication, commerciale, ce sont 3 éléments qui doivent être étroitement imbriqués et il est essentiel que la communication comme le commercial comprennent la démarche et l'ambition éditoriale. Parfait. Alors justement, vous disiez que ces livres s'adressent plutôt à un large public, des personnes qui ne sont pas forcément des universitaires, des chercheurs. Donc on s'adresse vraiment à tout type de lecteur finalement. Il y a un point qui est important quand on publie les livres, c'est le prix que l'on décide. Donc ça, j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez défini le prix des livres à vendre et pourquoi vous avez adopté cette stratégie-là. D'abord, ils sont disponibles en papier et en numérique ou uniquement en papier? Alors, sous les 2 formats, voilà. Tous nos livres sont disponibles en numérique. Quand on aura des albums, des beaux livres, on se posera la question et sans doute qu'ils ne seront pas disponibles en numérique. Mais pour le moment, tous ces titres sont disponibles en format numérique. En ce qui concerne le prix, c'est un vaste sujet.
En histoire, nous ne sommes pas dans un marché concurrentiel comme on pourrait l'être en parascolaire ou même en jeunesse, en livre pratique. On propose un livre unique et donc il y a un petit peu plus d'élasticité. On n'est pas dans quelque chose qui serait directement concurrentiel. Maintenant, on lance une maison et évidemment, on a envie d'être attractif et de ne pas proposer des prix rédhibitoires. Donc il y avait cette première chose qui était d'avoir des prix assez bas, mais en même temps on n'a pas envie de se brader. Il y a plusieurs éléments. Un livre, il a une économie à lui. Est-ce que c'est une traduction? Est-ce qu'il faut payer un traducteur? Est-ce qu'il y a un hors-texte? Est-ce qu'il y a des rabats, une fabrication spéciale? Donc, à combien d'exemplaires il va être mis en place? Vous mettez tout ça dans une grande marmite et puis vous essayez de trouver l'équilibre financier de ce titre. Vous réfléchissez aussi au point de vente, parce que si vous êtes que sur la librairie de premier niveau, vous avez un public en histoire qui, il faut faire attention, mais qui est relativement aisé et qui peut mettre 1 ou 2 euros de plus pour avoir un bel objet bien fabriqué. Si vous allez dans des enseignes plus grand public, il faut faire attention. Donc on a certains titres qui sont mis en avant dans ces enseignes et dans ces cas-là, on travaille un prix un petit peu plus bas. Mais voilà, chaque cas est particulier et il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En tout cas, on essaye au lancement d'être assez attractif. Camille Pardon, oui. Et puis il faut dire qu'on vient tous les trois déjà de ce milieu-là. Donc on travaille dans les livres d'histoire depuis un certain nombre d'années. Donc je pense que ce n'est pas comme une création toute neuve. Ils ont de l'expérience tous les deux et donc ils ont l'habitude d'adapter le prix d'un livre. Okay. Oui, parce qu'en fait, le livre, l'objet a un prix. Oui. Moi, au bout de 10 ans, je peux vous dire... Voilà, ça c'est 21 €. Et après, vous l'adaptez un petit peu à la baisse ou un petit peu à la hausse. Mais c'est vrai que l'objet, et même pour tout à chacun, l'objet a un prix. Donc Globalement, sur les 2 livres qui sont disponibles, ils sont à quel prix aujourd'hui? 22 pour celui-ci. Est à 22 €. Okay. Oui. Et 19 pour celui de Didier Le Fur. Et la traduction, je ne sais plus. 25. Et alors là, c'est une traduction. Sur le numérique, on est sur des prix en dessous. On est à 70% du prix grand format. Donc 70% du prix du livre papier en numérique. Donc c'est quand même agressif, agressif au sens positif. C'est une stratégie de prix qui est agressive pour pouvoir effectivement toucher un petit peu tous les publics. Donc ceux qui n'auraient pas les moyens peut-être pourraient lire en numérique à 70% du prix, et ceux qui... je crois qu'il faut qu'ils aient acheté la tablette. Oui. Donc, et puis je crois qu'en histoire, ceux qui achètent en numérique, potentiellement, ils travaillent avec, par exemple. Ça peut être un chercheur qui a besoin de retirer certaines parties. Enfin, ça peut avoir une autre vie que le très beau livre que l'on va garder, conserver, archiver et retrouver dans 70 ans dans la bibliothèque de ses grands-parents. Et le numérique sort simultanément avec le papier ou il y a un décalage? Non, simultanément. Simultanément, d'accord. Il faut avoir conscience que le livre d'histoire coûte cher, globalement. C'est-à-dire que faire un livre d'histoire, ça coûte cher, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et il y a, par exemple, très simplement, un appareil critique. Des notes, un index, une bibliographie, ça prend de la place, c'est complexe à mettre en page et ça a un coût. Donc là-dessus, nos prix sont aussi indexés à ce que nous devons mettre en place pour assurer la qualité de nos livres. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, vous parliez tout à l'heure en introduction des auteurs. Comment avez-vous fait pour les sélectionner, pour leur proposer? Est-ce que des auteurs sont venus à vous pour vous proposer des manuscrits? Comment ça s'est passé? Alors, Amandine l'a dit, nous grenouillons dans ce milieu depuis quelques années. Personnellement, ça fait une petite quinzaine d'années que je fais des livres d'histoire, puisque j'ai travaillé dans 2 autres maisons en histoire. J'ai commencé ma carrière chez Talandier, maison d'histoire, et j'ai été pendant 8 ans le directeur littéraire de Perrin, qui est là aussi une maison d'histoire qui a un savoir-faire. Donc, vous imaginez que pendant ces quelques années, j'ai rencontré quelques auteurs. Oui. Et c'est à partir de là que nous avons pu construire le cœur de notre catalogue. Maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de méthode unique, il n'y a pas une seule histoire avec un auteur, puisque c'est une rencontre humaine. Et donc, vous avez autant de rencontres que d'auteurs. Pour essayer de répondre de manière très synthétique à votre question,
je dirais que 80-90% des livres en histoire sont des livres de commande. C'est-à-dire que ce sont des livres, nous nous mettons d'accord avec un auteur avant même qu'il ait commencé à écrire son livre. Nous nous rassemblons, il vient avec ses idées, je viens avec les miennes, nous en discutons. Alors moi je pars toujours du désir de l'auteur, je pense que c'est central, mais ce désir peut être orienté, ou en tout cas passer au filtre de la réalité de ce que nous estimons possible par rapport à la réception de son propos et de son livre. Donc voilà. Mais encore une fois, il y a 1000 manières de rencontrer des auteurs. Je crois que c'est important d'être à leur écoute et en même temps de savoir ce que l'on souhaite faire en tant qu'éditeur. Parfait. Alors, on va parler justement communication et marketing. Donc, Amandine, la maison vient d'être lancée, donc maintenant il faut pouvoir la faire connaître. Quelles sont les actions que vous avez prévues et à peu près sur quel temps finalement, hein, parce qu'il y a la phase de lancement et puis il y a la phase ascendante. Voilà, je cherchais le mot. Donc, comment vous êtes organisé à ce niveau-là? Alors, moi, je viens d'arriver. Donc, c'est vrai que je n'ai peut-être pas le recul que mes deux camarades ont, qui sont là déjà depuis 9 aussi, mois. vous pouvez... Moi, je suis là depuis une semaine. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, j'ai l'expérience d'un service de presse dans d'autres maisons qui publiaient des livres d'histoire également. Dans un premier temps, il faut faire connaître le livre. Donc, il y a un travail auprès des acteurs que sont Livre Hebdo, que sont Actualité, que sont des sites qui s'adressent à un public d'amateurs de livres. Il va falloir définir le projet, ce qu'on a fait un tout petit peu au début, c'est-à-dire pourquoi Nicolas Grappayen décide de lancer une maison d'histoire, qu'est-ce qu'elle aura de différente des autres maisons, quel est son projet, quel est le type d'auteur qu'elle va publier. Donc il y a une communication sur la maison d'abord, et puis ensuite, titre par titre, on va promouvoir des sujets, des thèmes, des auteurs, des traitements de sujets. Donc depuis mercredi sont en librairie Didier Le Fur et Fadi El Hadj. Donc pour chacun, on va lancer un plan de promotion. Donc on a fait un service de presse, ils ont dédicacé des ouvrages, ils les ont envoyés à des dizaines et des dizaines de journalistes. Et mon travail maintenant va être de s'entretenir avec ces journalistes pour leur prouver qu'il faut les lire et qu'ils apportent quelque chose d'intéressant pour le débat historique. Qui a une valeur ajoutée. Il y a une vraie valeur ajoutée. Et un angle, un œil tout à fait. Différent. Tout à fait. Donc mon travail au quotidien, pour être très précise, ça va être d'organiser des déjeuners, des rencontres, d'amener ces auteurs-là en télévision, en radio, en presse écrite, en presse régionale, sur Internet. C'est vrai que maintenant la variété est multiple. Et les amener pour qu'ils présentent leur sujet et qu'un lecteur entende l'auteur présenter ce livre et ait envie d'aller en librairie, le chercher, l'acheter et en savoir plus. Parce qu'évidemment, quand on est sur des ouvrages comme ça, ce n'est pas une émission même d'1 heure qui permettra de faire le tour du sujet. Donc on est toujours sur on ouvre une petite fenêtre, on donne à voir ce que l'auteur a voulu faire et après, c'est au lecteur d'aller en découvrir davantage. Camille, oui, pardon. Vous vouliez compléter peut-être. Et je voulais dire qu'il y a un deuxième aspect qui n'est pas à négliger, qui est la présence maintenant sur les réseaux sociaux, sur le site internet, sur tout ce qui nous entoure aujourd'hui. D'ailleurs, Passé Composé s'est doté d'un petit site internet provisoire parce que, comme on vous l'a expliqué, la maison est en lancement, donc elle va se développer et se répandre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc il y aura un très beau site bientôt. On a un Facebook, un Instagram, un Twitter, enfin toutes ces choses-là, non pas encore Facebook, un Instagram et un Twitter, toutes ces choses-là qui permettront à des lecteurs, des fois c'est des étudiants, des fois c'est des professeurs, des fois c'est des simples amateurs, des fois c'est des curieux, parce qu'on va avoir des livres dont ils n'ont pas encore parlé, mais on va avoir des livres pour des... on va avoir un ouvrage, par exemple, qui s'appelle Winter is Coming, qui va parler des racines médiévales de Game of Thrones. Ouais. À un moment où la série va se clôturer le mois prochain, là, je pense que n'importe quel lecteur lambda peut arriver sur ce livre et lire un livre d'histoire sans se rendre compte qu'il lit un livre d'histoire. Donc, il faut à chaque fois aller toucher des publics différents. Et là, les réseaux sociaux peuvent jouer un vrai rôle. Oui, alors moi je suis intervenue un petit peu en amont sur cette partie marketing, communication et plus auprès des libraires. Oui. Donc on a fait une très longue tournée avec les libraires, avec Nicolas.
c'est vrai qu'on pourrait se partager comme ça le travail avec Amandine, moi plus en amont et elle à la sortie des livres. Et ben depuis décembre, on a fait faire une plaquette pour présenter le projet, des tote bags, et puis nous avons pris notre bâton de pèlerin, le train beaucoup, et nous sommes allés à la rencontre des libraires, faire de la pédagogie, expliquer le projet, les convaincre. Et puis dans un deuxième temps les faire lire. On a envoyé beaucoup d'ouvrages pour qu'ils puissent les lire. On est sûr d'avoir des bons ouvrages, donc si on les fait lire, eh bien les libraires comme les journalistes sont des prescripteurs, donc c'est déjà gagné quand on arrive à les faire lire. Et puis on a fait faire des affiches. On a actuellement de belles vitrines à travers la France pour mettre en avant. L'accueil a été bon donc de la part des libraires. Oui, l'accueil a été très bon. Ouais. Il y avait et je pense que c'est pareil en presse, une vraie curiosité. On a été très, très bien accueillis avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, je me suis sentie une petite jeune avec ces libraires qui me regardaient avec bienveillance. Et Nicolas parle très bien de son projet, donc il convainc facilement les libraires. Donc Nicolas, vous montez au créneau auprès des libraires aussi. Oui, c'est essentiel. Alors déjà, on en a besoin. C'est rare tout de même. Ça, je vous laisse. Je le note. Mais c'est essentiel puisque, encore une fois, ce sont nos premiers partenaires et si nous ne voulons pas être enfermés un peu dans notre tour parisienne, il faut aller à la rencontre de ce que dit Camille très très bien. Ce sont des prescripteurs, c'est-à-dire sans leur premier rôle de proposer ce livre, on n'arrivera pas à exister. Donc oui, on a pris notre bâton, on est allé voir les libraires, mais encore une fois, ce n'était pas une torture. Oui, j'imagine. Amandine, justement, Nicolas prononçait le mot prescripteur au niveau des libraires. On parle aussi des lecteurs prescripteurs. Est-ce que comment vous travaillez sur ce sujet-là? Parce que on y vient de plus en plus. On travaille par exemple avec des sites comme Babelio. On essaye d'aller chercher des lecteurs d'histoire sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On essaye de trouver ce nouveau public. Il est moins présent qu'en littérature. Pour le moment, on a quand même moins on est plus sur une promotion classique. Nous, on a vraiment besoin des médias traditionnels que sont la radio, la télé, même s'il n'y a pas énormément d'émissions qui parlent d'histoire, mais quand même la télé, quelques grandes librairies, quelques chaînes histoire et de la presse. Là, pour le coup, l'histoire a beaucoup de place, vraiment beaucoup de place. Mais on développe. On est là pour essayer de se raccrocher au monde de demain et à la manière de parler des livres. Et nos livres sont en lecture chez Babelio actuellement. Ouais. D'accord, en masse critique. Il y a une masse critique là-bas. Ouais. Et les lecteurs se sont prononcés, ont levé la main pour lire le livre. Les livres. C'est en train. N'oublions pas qu'ils ont 2 jours. Ils ont 2 jours, d'accord. Donc c'est en train. Réponse lundi ou mardi, après le salon. D'accord. Pour le moment, on a des retours, surtout des libraires, qui sont effectivement très favorables. On commence à avoir des retours de journalistes qui sont également très favorables et ça va suivre son cours. Très bien. Alors justement, quand le thème de notre rencontre, c'est une grande aventure éditoriale. Donc quand on se lance dans une aventure comme celle-ci, on a d'excellents moments, des moments qui nous font vibrer, puis il y en a d'autres qui génèrent beaucoup d'angoisse. Donc est-ce que vous pourriez nous confier un petit peu vos très très bons moments, peut-être pas Amandine qui vient juste d'arriver, ou alors que les bons. J'ai déjà des bons et des mauvais moments. Ah d'accord, alors ça sera intéressant que chacun, assez rapidement, vous nous donniez une idée des sueurs froides ou alors des grandes joies. On va commencer par un moment de joie, mais je pense qu'il a été assez partagé entre Camille et moi. C'est l'arrivée physique des livres. C'est-à-dire que là, ils sont en librairie depuis 2 jours, mais ils sont physiquement, ils existent depuis 10 à 15 jours selon les titres. Et vous savez, c'est un métier assez dans le réel, c'est-à-dire que nous produisons quelque chose. Et c'est très très agréable d'avoir une matérialité à ce que nous faisons. Là, on travaille depuis, je vous dis, 1 an sur des projets, et quand les livres arrivent, nécessairement, voilà, il y a une satisfaction. Ça peut être aussi le moment de quelques angoisses, mais globalement, ça c'est un beau moment, l'arrivée des premiers livres. Un moment plus difficile, c'est avant, c'est-à-dire que c'est tous les arbitrages qui doivent être faits, parce que je dirais, c'est sans doute le cas de tout projet créatif.
Il y a au départ un projet très général qui est une idée, et nécessairement quand vous le confrontez au réel, il y a un certain nombre de choses que vous devez abandonner, ou en tout cas qui doivent être un peu plus pragmatiques. Donc je n'ai pas nécessairement un moment particulier en tête, mais nécessairement dans la réalisation d'une idée, vous avez quelques légères déceptions. Voilà. Camille, votre grande joie et votre grande angoisse? Alors ma grande joie, c'est quand nous sommes allés avec Nicolas dans une grande librairie de province. Et nous arrivons et ils nous ont accueillis avec une mise en avant de passé composé des agrandissements de chacune des couvertures. Ça, c'est beau. Et ils nous ont dit comme ça, bienvenue. Et on a vu ça au-dessus des caisses. Et je dois avouer que j'étais assez émue. L'arrivée des livres de Nicolas, c'est très important. C'est vrai que cette matérialité, c'est quand même l'aboutissement. Et puis de voir nos premiers auteurs en service de presse, mais ça c'est nos auteurs dans la maison, parce que Nicolas les voyait, mais moi je ne voyais plus d'auteur histoire, il avait rendez-vous. Et là tout à coup, je vois nos auteurs devant leurs livres, et ça c'était important. J'ai pas eu tellement d'angoisse, j'ai laissé ça à Nicolas, j'ai toujours été confiante. Vous avez délégué. Oui, j'ai délégué l'angoisse. Amandine, alors, même après une semaine. La grande joie, c'est que moi aussi, j'amène Nicolas avec son bâton de pèlerin rencontrer des journalistes. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé cette semaine et ça va nous arriver très souvent. C'est important que le directeur d'une maison puisse incarner et montrer un projet dès lors qu'on veut que ce projet soit différent de toute la proposition qui est faite jusqu'à présent. Et les journalistes qu'on a vus cette semaine, ils nous ont fait plaisir. En quelques mots, alors ils arrivent, on est sur nos premiers ouvrages. On peut encore progresser, donc au début ils nous regardent un peu avec scepticisme, et puis en quelques mots on sent qu'on les a accrochés, on sent qu'ils sont attentifs, ils commencent tout de suite à nous dire qu'ils veulent la suite, et là on est vraiment heureux, on se dit qu'on a fait ça pour une bonne raison. Et même en une semaine déjà j'ai 2-3 exemples en tête qui me semblent assez satisfaisants. Et les angoisses, elles sont inhérentes à tout projet qui débute. Hein. Il faut mettre en place, il faut créer des systèmes, il faut, pour parler pour moi, il faut des enveloppes, il faut des stocks de livres, il faut des petites mains, enfin surtout les miennes, pour mettre ces livres dans les enveloppes. Il y a plein de rouages au moment où on lance une maison d'édition qui sont à trouver. Et c'est vrai que c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'organisation. Donc on a des moments où on est un peu fatigué. Mais c'est que le début. Ouais. C'est que de la joie aussi. C'est beaucoup de joie, ouais. mais je pense que du stress. Si dans ce public il y a des gens qui ont l'intention de créer une maison d'édition, il faut savoir qu'on s'économise pas du tout. C'est des métiers passion et du coup il y a quand même énormément de choses qui doivent s'aligner pour que un jour le livre soit là et qu'un jour il soit dans la main d'un journaliste pour enfin être dans la main d'un lecteur. Et c'est vraiment beaucoup de petites choses qui doivent s'aligner et donc beaucoup de travail. Alors, il nous reste 5 minutes. Juste sur cette question du plaisir, dire un mot. Ce qui a été une des vraies satisfactions au lancement de Passé Composé, c'est la curiosité de notre milieu au sens très très large. On entend souvent un discours qui est assez dur sur l'édition ou sur la librairie ou même sur les lecteurs. En gros, il n'y aurait plus d'intérêt pour rien. Eh bien écoutez, non. C'est-à-dire que la librairie est curieuse, la presse est curieuse, les gens ont envie de voir, et même s'il y a trop de livres... Et les lecteurs seront curieux. Et les lecteurs seront curieux. Et même s'il y a trop de livres et qu'on dit que les pratiques de lecture changent, il n'empêche que nous, on a vu une envie, une écoute, une oreille, et que ça a été une vraie satisfaction. Alors, petite question sur les finances. Est-ce que ça coûte cher de lancer une maison d'édition ? Oui, alors je ne vous donnerai pas de chiffres, mais oui, ça coûte cher. Tout simplement parce que c'est au début, en tout cas pour la première année, quasiment que de l'investissement. Il faut être conscient que pour construire un catalogue, il faut avoir des auteurs, et même si les auteurs en histoire sont
des gens pragmatiques, il y a des avaloirs, et donc il faut avoir une capacité financière pour se créer un portefeuille de contrat. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que nous sommes dans une logique là aussi industrielle, de production. Nous avons un objet matériel à produire, et là aussi, c'est un investissement. Et enfin, il y a un investissement assez important qui consiste en créer une équipe. Le capital humain, si je peux parler comme ça, dans l'édition, c'est central. Donc je vous parlais des auteurs, mais il y a aussi les collaborateurs. Et quand vous voulez travailler avec des gens de la qualité d'Amandine et de Camille, bien entendu, ça a un coût. Et là, il faut évidemment... Relatif, mais il faut bien entendu, et c'est pour ça que je vais vous parler de notre groupe, il faut être appuyé par quelqu'un qui a une capacité à tout simplement nous laisser le temps de construire ce que nous avons à construire. Alors il y a sans doute quelques contre-exemples, mais moi je ne connais pas de maison d'édition qui était rentable la première année, l'année de leur création. Voilà. Ouais. Il faut être objectif, oui, voilà. Bien sûr. Donc il faut être conscient de ça. Faire un livre aujourd'hui matériellement ne coûte pas très cher, mais faire une maison demande encore une fois une capacité à avoir un retour sur investissement un peu lointain. Et pour ça, heureusement, je vous le disais tout à l'heure, nous avons un actionnaire qui nous fait confiance, une direction générale, que ce soit Frédéric Mériot ou Muriel Beyer, qui nous font confiance et qui nous laissent le temps de travailler et d'aller toucher notre public. D'accord, alors dernière question, si dans le public il y a des personnes qui ont peut-être l'idée de créer une maison d'édition, et très très rapidement en tour de table, quels conseils donneriez-vous? Un ou deux conseils en quelques mots s'il vous plaît, chacun, comme ça après on passera la parole aux personnes qui nous écoutent. De bien se préparer, puisque effectivement travailler l'amont, étudier le marché, voir s'il y a des concurrents, s'il y a trop de concurrents et qu'ils sont trop solides et qu'on veut proposer la même chose, ça ne marchera pas. Donc il faut chercher sa différence et bien travailler l'amont. Alors moi je travaille sur l'aval, donc c'est drôle de dire ça, mais mais c'est pas quelque chose qu'on fait à l'aveugle, c'est quelque chose qui est mûrement pensé et réfléchi, me semble-t-il. D'accord, donc premier conseil. Deuxième conseil, Nicolas. Je crois qu'il faut être simplement conscient que c'est un milieu qui est maintenant ultra professionnalisé et que c'est un milieu fragile et donc il ne faut pas imaginer pouvoir le faire en amateur. Voilà. Il y a juste maintenant, aujourd'hui, il y a des formations qui existent. Il y a, à mon avis, le temps de l'expérience et la sédimentation qu'amène l'expérience est centrale. Mais il faut être conscient de ça. C'est comme la librairie. Ce sont des milieux très technique, donc il faut là-dessus le temps de se former et peut-être pas partir trop naïvement sur ces métiers-là. Oui, c'est plus ou moins ce que j'allais dire. Il faut de l'expérience, oui. Ouais. Il faut de l'expérience. Donc peut-être avoir travaillé déjà la sédimentation, c'est le bon mot, oui. Il faut avoir accumulé un certain nombre d'expériences pour pouvoir se lancer, bien connaître. Donc c'est être bien préparé. Après, bien sûr. Au bout de 20 ans de... passer par plusieurs maisons. Donc étudier l'amont, bien définir sa ligne éditoriale, je résume rapidement, voir la concurrence, être formé à toutes les problématiques à la fois financières, marketing, communication et autres, fabrication bien entendu. Et puis dernier point, rappelez-moi, excusez-moi, du coup j'ai enchaîné comme ça, mais multiplier les expériences. Multiplier les expériences, exactement, ce qui est dans notre cas, quand même, être chez Human6 qui nous accueille avec des services transverses solides aide évidemment beaucoup. C'est une chance incroyable. On ne serait pas grand-chose tous les trois si on n'avait pas ce groupe et les salariés de ce groupe pour nous aider au quotidien. Oui. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Oui, j'arrive avec le micro. Parlez bien dans le micro. Bonjour. J'aurais une question. Quand vous avez parlé de la formation de l'équipe, vous avez aussi parlé des partenaires, par exemple les correcteurs, les graphistes. Et je voudrais savoir comment vous avez fait pour choisir les vôtres, quels ont été vos critères, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Alors,
Pour le graphiste, effectivement, c'est central, vous avez parfaitement raison. Il est chez nous en externe, c'est une direction artistique extérieure, et très pragmatiquement, nous l'avons choisi parce que nous le connaissons. Donc on vous parlait d'expérience nécessaire avant de se lancer dans des projets comme cela. Et nous connaissons son travail, pardon. C'est plus ça que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est pas la personne, même si je l'apprécie beaucoup par ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui a un regard particulier, qui a fait un certain nombre de choses et tout simplement, on a estimé qu'il allait bien porter notre propos et qu'il allait le rendre accessible. Pour ce qui est des correcteurs, là aussi, vous connaissez les structures aujourd'hui, ce sont des correcteurs extérieurs. C'est essentiel en histoire puisque ce sont des correcteurs qui ont une double compétence, évidemment orthotypo, mais aussi sur les contenus, puisque l'histoire oblige à une finesse par rapport à ces questions-là. Et là, nous travaillons avec une équipe de 6 à 7 correcteurs extérieurs qui ont été rassemblés dans la structure à travers tout simplement comment vous dire ça, chaque différents interlocuteurs au sein de la structure ont amené des correcteurs, là aussi parce qu'ils les connaissaient depuis longtemps. Maintenant, nous aurons peut-être une logique de recrutement aussi de correcteurs, mais c'est pour le moment pas un chantier ouvert. Si je réponds. On a le temps pour une dernière question, il nous reste 2 minutes, j'arrive. Bonjour et merci. Nous avons peu parlé de la question de la diffusion-distribution et je me demandais aussi si le fait d'appartenir à un groupe vous a permis de profiter de conditions favorables en ces termes-là. J'ai pas entendu la question, pardon. Diffusion-distribution, est-ce que le fait d'appartenir à un groupe a permis de faciliter les choses ? Ah oui, tout à fait. Donc nous sommes en diffusion Humaine 6. Et donc nous avons une équipe dédiée pour le groupe, une équipe de représentants. Et c'est vrai que, en tout cas au lancement, ça a été vraiment une priorité importante pour cette diffusion. Et un avantage certain, on a vraiment des livres extrêmement bien mis en place pour le lancement. La distribution est chez Union Distribution UD, donc on a un premier niveau de diffusion Humaine 6 et le deuxième niveau est chez Flammarion avec une distribution UD. Parfait. Bien écoutez, je vous remercie de nous avoir présenté cette jolie maison d'édition qui arrive dans le paysage éditorial. Je remercie le public venu très très nombreux en ce dimanche matin. Je pense qu'on peut applaudir les membres de la maison d'édition. Et je vous souhaite un très bon salon et une belle fin de journée. À très bientôt. Et si vous voulez venir à notre rencontre, on a un stand au milieu du salon. Humaine 6, n'hésitez pas, vous pourrez voir nos premiers livres. Voilà, vous avez rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Elisabeth.